Bonsoir à tous, vous faites bien de vous connecter à nous. Voici le journal et les titres. La BOAD se résout à financer les projets climato-sensibles ou à réduction d'impact environnemental. Pour attirer les porteurs de projets, un document d'orientation sur les projets éligibles vient d'être publié. Art contemporain du Bénin, à la conquête de Paris, une quarantaine d'artistes béninois vont tenter d'éblouir avec une centaine d'œuvres aux couleurs vaudou les visiteurs d'un lieu de mémoire français, la Conciergerie de Paris. Hors du Bénin, on ira en Afrique du Sud, au Salon africain de l'aérospatiale et de la défense, en Chine qui exprime sa tristesse après le meurtre d'un enfant japonais, et puis en Italie qui déploie des opérations de secours face à des inondations. À nouveau, bonsoir. On commence par le sujet sur les financements climatiques. La BOAD confirme son engagement à soutenir des projets sensibles à réduction d'impact sur l'environnement. Derrière l'initiative, dernière initiative en date, un document de référence qui oriente les porteurs de projets climato-sensibles sur les études de faisabilité éligibles. Les mécanismes d'inscription sont aussi proposés. On voit les éclairages avec William Tchoki et Igor Ayoso. Nous n'avons pas oublié que la conférence des parties tenue à Cancun en 2010 a décidé du financement de l'action climatique à hauteur de 100 milliards de dollars par an. Mais cet objectif n'a pas été atteint. Des promesses faites, mais jamais tenues depuis 2010. Et le phénomène prend de l'ampleur au fil des années, surtout dans les pays en voie de développement. Les affres des changements climatiques ne font plus de cadeaux et les cris de détresse vont grandissant. En l'occurrence la BOAD, Face au phénomène, de nouveaux objectifs avec ses exigences financières. Et la BOAD décide de consacrer, depuis 2021, le quart de ses financements à la cause climatique. La BOAD est déterminée à contribuer activement à la lutte contre les changements climatiques avec l'adoption de sa stratégie environnement et climat 2021-2025. Cette stratégie s'aligne sur les ambitions climatiques de la région qui s'est engagée à réduire significativement ses émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la résilience des populations d'ici 2030 conformément à l'accord de Paris. Mieux, pour accélérer les investissements, la BOAD met en place un outil financier puissant et réactif. Il permet de développer des projets concrets en matière de climat dans la zone UEMOA. Cette activité programmatique vise à mobiliser environ 1800 milliards de francs CFA sur 3 ans au profit de projets à fort potentiel de co-bénéfices d'adaptation et d'atténuation. Nous espérons pouvoir désormais disposer d'un outil qui va soutenir les initiatives et renforcer les capacités de nos pays pour développer des projets concrets en matière de climat, j'allais dire, pour climatiser nos projets de développement. Une nouvelle nomenclature standardisée, acceptée de tous les pays de l'UEMOA. Une fenêtre financière pour contrer au plan régional les changements climatiques et rendre nos économies plus résilientes. Climatiser les projets avec un souffle d'air financier, pourquoi pas? Les villes du Bénin changent de visage sous les coups de lifting des programmes officiels dédiés à l'assainissement et à l'embellissement du cadre de vie. Et après les efforts officiels, cette question, quel est le rôle des citoyens dans le maintien d'un cadre de vie décent et plaisant? Amandine Aniabossou s'y intéresse dans son sujet que voici. L'amélioration de la qualité du cadre de vie est un facteur important dans les politiques économiques et sociales. Le gouvernement du Bénin en fait d'ailleurs sa priorité. Ces 8 dernières années, des efforts substantiels ont été fournis pour moderniser les villes et assurer à la population un meilleur cadre de vie et un environnement sain qui malheureusement est de plus en plus confronté à des comportements inciviques dégradants. On
on doit entretenir notre environnement par rapport à notre vie. Entretien mes milieux pour, par exemple, les sachets. J'ai également un poubelle à côté de ma maison. La propreté des villes n'est pas que l'affaire des pouvoirs publics, elle est également l'affaire de tous. Chacun doit contribuer au quotidien à la préservation de son environnement. Pour pérenniser les nombreuses actions entreprises, des initiatives citoyennes naissent pour accompagner et soutenir le gouvernement. Le concours Cotonou Ville Propre en est un bel exemple. Il faudrait vraiment que chaque citoyen se décide à pouvoir maintenir son cadre de vie propre. Maintenir son cadre de vie propre, c'est déjà se lever, de toutes les façons, quand on se lève le matin, on nettoie, on arrange son lit, on nettoie sa chambre et tout, mais il faudrait également se lever, nettoyer la devanture de sa maison. Lorsqu'on sort de la maison et qu'on produit des déchets, quand on ne trouve pas immédiatement une poubelle, il faudrait quand même mettre les déchets là dans son sac. Également, il faudrait que chaque père de famille, bien chaque mère de famille commence déjà par éduquer ses enfants, à les sensibiliser. Rendre son cadre de vie propre, c'est un engagement personnel. C'est un comportement qu'il faudrait vraiment adopter et déjà l'inculquer aux petits. Parce que bon, l'éducation commence déjà là. Donc si tu rends ton cadre de vie propre, c'est déjà un bien pour toi. Et tu as une bonne santé. Une ville, un pays propre, c'est possible. Encore faut-il que la population adopte des attitudes éco-responsables à l'effet de contribuer à la propreté et au maintien d'un cadre de vie propre. Restons dans l'univers du développement durable et de la qualité de vie avec le cadre de concertation des acteurs non étatiques pour l'eau et l'assainissement. Ces vigiles affûtent leur plaidoyer pour garantir aux citoyens vivant dans les zones rurales de l'eau potable. C'est à l'occasion de leur session ordinaire de l'année 2024. Arnaud Adaya. Plaidoyer pour l'accès durable à l'eau potable à moindre coût aux populations en milieu rural au Bénin, tel est le thème. Ces ONG du CANEA s'engagent aux côtés de Caritas Bénin pour un plaidoyer stratégique de façon spécifique. La session de ce jour vise à définir les stratégies de mise en œuvre du plan de travail du CANEA, valider le rapport de l'étude sur l'état des lieux de la mise en œuvre des réformes dans le sous-secteur de l'approvisionnement en eau en milieu rural au Bénin. Les travaux consistent également à valider la note d'information des organisations de la société civile pour plus d'infrastructures hydrauliques en milieu rural, la note de politique de suivi des réformes et identifier des actions de renforcement. Nous devons accompagner le gouvernement pour avertir et pour garder une veille au niveau de la société civile également pour que l'eau soit abordable, l'eau potable, je dis, soit abordable aux populations en milieu rural. Et en milieu urbain, parce qu'il est constaté aussi à des moments donnés que l'eau devient moins chère pour les populations urbaines que des populations en milieu rural qui sont en général vulnérables. L'eau potable, c'est la vie et la vie, c'est l'écosystème. Tout ceci est rendu possible grâce à Misereor, bras financier. Écho des journées du secteur sanitaire privé à Cotonou, elles sont organisées par la plateforme du secteur sanitaire privé qui réfléchit à renforcer les capacités du système de santé du Bénin, à travers notamment un partenariat public-privé pour des services sanitaires de qualité. Éclairage avec Françoise Insou et Blaise Adampo. Au sortir des journées du secteur sanitaire privé, chaque participant repart de Cotonou avec un supplément d'informations. Oui, ce que je retiens, c'est que ce soit du public ou le privé, nous travaillons tous pour la même communauté. Donc, à cet effet, les problèmes de santé doivent être résolus en conjuguant les efforts du secteur public, privé et aussi des partenaires de développement à l'international. Une nouvelle corde à leur arc donc. Ils pourront s'en servir, ces acteurs, pour la mise en œuvre du partenariat public-privé dans le domaine de la santé. Il faut surtout renforcer ce partenariat sur 2 points. Le premier point, la qualité des soins. Le deuxième point, c'est la complémentarité. Comment est-ce que nous pouvons être complémentaires dans l'offre des soins au niveau de chaque localité? Ces propos viennent confirmer que la plateforme du secteur sanitaire privé peut se frotter les mains d'avoir choisi de mettre en lumière le rôle du partenariat public-privé pour un accès des soins pour tous.
Les autorités ne voient pas une santé publique et une santé privée, mais de voir essentiellement une santé, étant donné que la santé, sans le secteur privé qui représente les 52%, eh bien, ce sera vraiment difficile. L'offre de santé que nous représentons, c'est 52%. Donc, les autorités en sont conscientes et de cette conscience, nous faisons des avancements. Et ces avancements, il est important que ça puisse continuer et nous comptons sur eux pour que les incompréhensions, parfois les visions du secteur privé qu'ils ont, puissent évoluer. Et je crois que le chemin se fait tout doucement. C'est une étape qui est certainement franchir au thème des 4e journées du secteur sanitaire privé, de quoi faciliter la couverture sanitaire pour tous d'ici 2030. On reste dans le secteur de la santé pour évoquer cette journée mondiale dédiée à la sécurité des patients. À l'occasion, l'autorité de régulation du secteur de la santé marque une halte sur le moment, un moment pour se pencher sur la perspective d'un dispositif qui garantisse la sécurité des patients au Bénin. Éclairage avec Aïe Lodjou, Amoussou, Saint-Tiche-Quimpon. En vue de garantir l'accès à la santé pour tous, l'autorité de régulation du secteur de la santé met en place un dispositif théorique de sécurité. Objectif, réduire les préjudices et les risques auxquels font face les patients. L'ARS doit veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous. La deuxième chose, ce sont des dispositions politiques. Ces dispositions politiques, elles renvoient à tout ce qui a comme loi, comme décret, comme arrêté qui permettent d'organiser la pratique des soins dans le secteur. Troisième pilier maintenant, ce sont les dispositions pratiques qui renvoient à ce qui est mis en place dans l'établissement en termes d'organisation des services, ce qu'il y a comme équipement, comme ressources humaines, comme procédure pour décrire comment chaque acte qui est délivré par l'établissement doit être réalisé. Ce dispositif mis en place par l'autorité de régulation du secteur de la santé va aussi desservir les pharmacies. Nous allons franchir une étape de plus qui essaie d'aller remettre au ministre de la Santé officiellement les 2 manuels que nous avons élaborés. Parce que le dispositif tout seul, il n'est pas suffisamment facile pour être utilisé par les agents de santé. Et ces documents, on les appelle des manuels qui seront donc distribués dans tous les établissements de santé. Concernant le médicament, il y a des contrôles qui sont faits à la fois par l'Agence du médicament, l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé, communément appelée la BMED. On effectue aussi des missions sur le terrain, donc à travers tout le pays, pour contrôler ce qui est fait par la BMED et contrôler les lacunes qui persistent et voir comment améliorer les contrôles qui sont faits par la BMED. Il y a aussi la CCI donc, qui effectue des contrôles au sein des PUI, des pharmacies à usage intérieur, pour relever aussi les écarts qui sont constatés sur le terrain. L'instauration de ces nouvelles dispositions consignées dans les manuels d'évaluation et de contrôle de la sécurité des patients va servir de guide aux agents de santé. Pour une bonne administration justement des services de santé au Bénin, le président de l'autorité de régulation de la santé évoquait ces manuels de contrôle et d'évaluation de la sécurité des patients à l'usage des centres de santé. Eh bien, ces manuels ont été officiellement de manière solennelle remis au ministre de la Santé. Voyons le sujet avec Esther Amessiga et Bernard Diobé. C'est une avancée que viennent de réaliser les acteurs du secteur de la santé dans leur mission de fournir des services de qualité aux patients. Les établissements de santé du Bénin disposent désormais de manuels d'évaluation et de contrôle de la sécurité des patients. De façon symbolique, monsieur le ministre, je vous remets un exemplaire de chacun de ces documents qui signent qu'ils ont été validés, qui sont disponibles et que, expressément, la distribution sera faite. Des groupes techniques de travail, incluant les acteurs aussi bien du secteur public que du secteur privé, que les responsables des organisations des consommateurs ont été constitués avec pour mission de s'inspirer des documents de l'OMS pour la sécurité des patients et enfin de procéder à un ajustement de leur contenu à la vision du secteur de la santé et au contexte de l'écosystème sanitaire du Bénin.
La sécurité des patients étant indispensable pour l'amélioration du diagnostic. Dans notre région africaine, les défis en matière de sécurité des patients sont particulièrement pressants. Selon les estimations, ce sont près de 16% des préjudices évitables dans le système de santé qui proviennent des erreurs de diagnostic. Il est donc impératif que nous agissons pour réduire les erreurs grâce à des stratégies adaptées. Le déploiement du dispositif pour la sécurité des patients traduit la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, et de l'ensemble de son gouvernement d'améliorer de façon continue la qualité des soins au Bénin. Ce dispositif sera complété par d'autres dispositifs d'amélioration de la qualité des soins, notamment l'accréditation des professionnels de santé et la certification des formations sanitaires. Grâce à ce manuel d'évaluation et de contrôle de la sécurité des patients, les acteurs du système sanitaire peuvent désormais se réjouir de voir le diagnostic s'améliorer. Voyons à présent ce tête-à-tête entre la présidente de l'Institut national de la femme et la directrice exécutive de l'ONU-SIDA. Une rencontre d'échange sur des questions de bien-être de la femme et de la lutte contre le VIH-SIDA. On fait le point avec Saint-Iche Quimpon et Simon Villon. Lorsque Winnie Bianima choisit de visiter l'INF durant son séjour au Bénin, ces deux femmes qui se rencontrent avaient des intentions identiques pour le bien-être de la gente féminine. Ma visite au Bénin s'inscrit dans le cadre de connaître le Bénin et puis d'apprendre sur le Bénin et de chercher des partenaires avec lesquels on peut combattre la question du VIH-Sida. Et puis, œuvrer aussi au traitement de ceux qui sont infestés. On a constaté qu'au niveau de la jeunesse, les filles sont 6 fois plus infectées que les garçons. Et pourquoi? Par cause de la violence sexuelle. Je remercie le président Talon et son gouvernement pour le progrès réalisé. J'ai appris qu'il y a eu d'évolution au niveau du droit de la femme, au niveau de l'avortement. Assez de choses réalisées qui peuvent inspirer les pays d'Afrique à leur emboîter les pas. Un bonheur que l'hôte de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies voudrait voir plus grandi. Les thématiques abordées par la présidente de l'INF au cours des échanges vont donc être d'une grande importance pour l'Institut dans son rôle de promotion de la femme. Je pense que c'est un peu comme un cercle qui s'agrandit et l'Institut national de la femme ne peut que se réjouir de l'intérêt qu'il suscite de plus en plus auprès de partenaires de ce niveau. Cette même frange de 10 à 19 ans qui est la plus touchée par les nouvelles infections au VIH-Sida et qu'il y avait des ponts à construire entre le combat que l'Institut national de la femme mène contre les violences basées sur le genre et la nécessité absolue de protéger les filles et de les mettre dans des conditions qui leur permettent de refuser les rapports sexuels qui les mettent en danger. Les bases sont ainsi jetées pour une nouvelle dimension de la lutte contre le VIH-Sida au Bénin, avec comme nouvel acteur l'ONU-SIDA et comme bénéficiaires les filles et femmes béninoises. Parlant d'attention et de délicatesse à l'endroit du genre féminin, les filles classées premières au BEPC au baccalauréat dans le Borgou sont mises à l'honneur. Un geste d'émulation à l'actif du mouvement Nouvelle Ère avec l'appui financier de l'ambassade des Pays-Bas. Pour les initiateurs, ces filles méritent d'être encouragées pour garder le cap de l'excellence et pour devenir des leaders. Akpanyonide Joanita, William Tchoki, Igor Ayoso. Elle représente la crème des filles du septentrion, reçues aux examens du BEPC du baccalauréat 2024. Quand elles se retrouvent devant la présidente de l'INF, leur bouche ne tarit pas de questions. Elles affichent curiosité et soif de connaissance, telles des rêveuses d'un instant qui, pour elles, a mis longtemps à se concrétiser. Moi, j'ai compris en fait que la grande dame, c'est non seulement celle-là qui a des responsabilités, mais aussi c'est celle-là qui sait cumuler sa vie publique et sa vie privée, c'est-à-dire entre son foyer et sa vie professionnelle. Au cours de cette activité, j'ai d'abord
retenu qu'il y a beaucoup d'initiatives à l'intérieur comme à l'extérieur du pays pour motiver les filles d'abord à devenir de grandes femmes et pour motiver les femmes à occuper des places de responsabilité. Des actions comme celle-là, le mouvement Nouvelle Ère en organise plusieurs avec pour but de créer de futurs leaders au féminin. Nous avons eu, on va dire, un entretien mais vraiment cœur à cœur sur les questions qui concernent les jeunes filles, les jeunes femmes en tant que futures bachelières, en tant que bachelières. On a vraiment parlé entre femmes. Ça fait partie de notre programme focalisé à l'égalité de genre et les droits des femmes parce que ces lauréates sont au début de leur carrière, au début de leurs possibilités. C'est important de leur appuyer à leur ambition de devenir des leaders féminins. Faire des jeunes filles d'aujourd'hui de grandes dames de demain, l'ambition paraît immense et semble se concrétiser peu à peu. Ces jeunes filles repartent dans le septentrion pour être des exemples aux yeux d'autres et faire mieux pour être à l'image de leur modèle. Je l'ai annoncé en titre, la conciergerie de Paris accueille du 4 octobre au 5 janvier 2025 une exposition d'art contemporain béninois. Une quarantaine d'artistes béninois vont exposer dans ce lieu chargé d'histoire une centaine d'œuvres artistiques aux visiteurs de la ville lumière. Déogracias Menaï, Françoise Nissou, Saint-Tige Quincon. Elles ont suscité l'intérêt du public béninois lors de leur exposition au Palais de la Marine. Après leur tour au Maroc et en Martinique avec des effets similaires à celui de Cotonou, les œuvres d'art contemporain atterrissent en France. Elles sont accueillies à la conciergerie de Paris qui va abriter l'exposition dénommée Révélation Art Contemporain. À la demande du président Macron, qui était venu visiter l'exposition diptyque au Palais de la Marina, a trouvé cela magnifique et a voulu accueillir cette exposition à Paris. La révélation art contemporain, c'est aussi une panoplie d'activités et d'artistes qui va révéler l'identité culturelle du Bénin au public parisien. Cette étape de Paris, nous allons avoir dans le premier temps des déesses et des dieux qui animent le culte vaudou. Dans le second temps, on revient en fait sur le pouvoir, la puissance et la gloire de ces reines et rois du Dahomey. Notamment la reine Tassirangbe ou encore les différents rois qui se sont succédés de Guézo, Glélé, Abéanzin. Pour terminer sur des femmes et des hommes, où sont réunis là des artistes qui nous proposent un regard contemporain, un regard de leur temps, se posent des questions d'actualité, des questions de la préservation de l'environnement. Cette exposition va révéler le Bénin sous une autre facette et nous souhaiterions que tout le monde se déplace pour aller voir cette exposition qui est ouverte au public à partir du 4 octobre et qui va être fermée le 5 janvier 2025. Angélique Kidjo, Prince Tofa, Steven Dosouyovo ou encore Fabrice Montero, voilà quelques artistes retenus pour se produire à la conciergerie de Paris. L'histoire retiendra ce monument symbolique de la Révolution française comme l'une des scènes de la révolution artistique béninoise. Bénin révélé, on parle musique à présent. C'est le titre du nouvel album du chanteur Isaac Laourou. Il épanche à travers cette œuvre sa fascination pour le Bénin en transformation. Zoom sur cet album avec Françoise Nissou et Ulvaeus Balogun. Encourageons le président pour les réalisations d'envergure dans le pays. Une chanson à la gloire des œuvres du gouvernement du Nouveau Départ. L'auteur est un artiste-chanteur qui a choisi de consacrer sa plume et sa voix à la mise en lumière des actions du président Patrice Talon. À travers ses chansons, il célèbre les réformes et initiatives
engagé depuis 2016 et dont les retombées transforment le Bénin. Exige un défi collectif. Chacun doit extérioriser l'œuvre extraordinaire qui a... J'ai sorti nouvellement cet album titré Bénin Révélé pour soutenir les actions du gouvernement. Le président Patrice Talon m'a émerveillé, il a beaucoup travaillé, donc je me suis dit pour l'encourager, pour qu'il puisse s'inspirer davantage dans le potentiel qui est en lui. À travers ses chansons, le prophète des nations entend ainsi rendre hommage aux efforts du président Patrice Talon pour moderniser le pays. Quand le président Patrice Talon est venu, il a dit « Osons la rupture et pour un nouveau départ ». Vous rentrez à Cotonou aujourd'hui, il a rendu la ville tout belle. Et vous allez aussi à Calavi, il a mis une industrie là qui permet à des milliers de jeunes de travailler et de gagner pour subvenir à leurs besoins. Son album est intitulé Bénin Révélé. J'ai demandé au Saint-Esprit d'assister nos leaders dans la prise de décision afin que l'intérêt opposé, la fossé des générations ne crée pas en leur sein la diversion. Le meilleur reste à venir, encourageons-le, soutenons. Avec cet album, Isaac Laourou, alias le prophète des nations, rappelle que l'art est aussi un reflet de l'actualité politique, une reconnaissance de ce qui marche. Soutenons Patrice Talon du courage. Dans l'actualité internationale, on ira en Afrique du Sud où le président Cyril Ramaphosa visite le salon africain de l'aérospatiale et de la défense qui se déroule dans la capitale du pays. Et puis on ira aussi en Chine qui exprime sa tristesse après le meurtre d'un enfant japonais en Italie enfin pour voir les opérations de secours qui se déroulent face à une inondation. On fait le tour avec Esther Amessiga. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa visite le salon africain de l'aérospatiale et de la défense qui se déroule dans la capitale du pays où sont exposés des systèmes d'armes de plusieurs pays. Nous prenons au sérieux la défense de notre pays et, pour améliorer notre défense, c'est à ce type d'innovation que nous devons nous intéresser, a-t-il déclaré lors de cette visite. Après 2 ans d'absence liée à la pandémie de coronavirus, la capitale sud-africaine a accueilli à nouveau le 18 septembre dernier ce qui se fait de mieux en matière de défense aérienne. Démarré avec plus de 200 exposants venus de 24 pays, ce salon prend fin le 22 septembre 2024. Le président des Comores, Azali Assoumani, fait sa première apparition publique depuis l'attaque au couteau dont il a été victime le 13 septembre dernier. Il est apparu avec un bandage sur le côté gauche du front avant une réunion du Conseil des ministres dans la capitale. Selon la présidence, il avait été légèrement blessé à l'arme blanche par un jeune militaire lors des funérailles d'un notable religieux dans une petite commune. En Chine, dans le sud-est du pays, un enfant japonais de 10 ans est décédé ce jeudi à l'hôpital. Il a été poignardé la veille sur le chemin de son école par un homme de 44 ans qui a été arrêté selon la police locale. Suite à ce meurtre qui a suscité de vives réactions à Tokyo, le premier ministre du Japon Fumio Kishida a exigé une explication de la Chine. Pékin a de son côté exprimé sa peine et sa tristesse face à ce crime dont la motivation reste inconnue. Nous pleurons le décès du garçon et exprimons nos condoléances à sa famille, a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse. En Italie, des pompiers mènent des opérations de sauvetage dans un village de la région d'Émilie-Romagne après les inondations provoquées par le passage de la tempête Boris qui a fait 2 disparus. La situation la plus critique se trouve dans la province de Ravenne où 2 hélicoptères sont également à l'œuvre pour évacuer les personnes bloquées dans leur maison en raison de la montée des eaux. Les habitants d'Émilie-Romagne ont exprimé leur colère, accusant les autorités de ne pas avoir pris de mesures préventives malgré les inondations dévastatrices ayant déjà frappé l'an dernier dans cette région du nord-est de l'Italie. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.